Donc on va faire cette dernière partie donc qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli, qui est un cas particulier des répétitions d'expérience indépendantes. Alors, donc vous devez avoir votre cours sous les yeux, normalement si vous avez pu l'imprimer, sinon encore une fois faudra le recopier. Donc la définition, c'est qu'est-ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli? C'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles. Et puisqu'il n'y a que deux issues possibles, on a l'habitude d'appeler une des issues le succès et l'autre l'échec. Donc c'est ça une épreuve de Bernoulli. Et donc c'est très facile. Alors alors j'ai pas laissé beaucoup de place, mais je vais quand même rajouter des petits dessins là. Donc une épreuve de Bernoulli, ok, c'est simple, ça se présente avec un petit arbre pondéré. Eh ben, que deux possibilités, soit on a succès, donc on l'appelle l'événement grand S, soit on a échec, et souvent on ne met pas grand E, on met plutôt S bar, qui est l'événement contraire de grand S. Donc ce petit schéma représente une épreuve de Bernoulli, mais dans une épreuve de Bernoulli, on parle du paramètre de l'épreuve, qu'on appelle le paramètre P, qui correspond finalement à la probabilité d'obtenir succès. Et donc ici, sur la branche qui mène à succès, on met P, c'est la probabilité, donc c'est un nombre compris entre 0 et 1, c'est une probabilité qui mène à succès. Et évidemment, puisque si on a une probabilité P d'obtenir succès, quelle est la probabilité d'obtenir échec? Là, je vous laisse me répondre. P bar, 1 sur 2. Alors P bar, ça veut rien dire, parce que quand on écrit S bar, c'est parce que grand S est un événement, et donc S bar, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire. Mais P, c'est un nombre réel, c'est un nombre, c'est un nombre entre 0 et 1. Vas-y. P sur 1. P sur 1, mais ça veut dire quoi P sur 1? P sur 1, ça vaut P, hein. Non, pas sur P alors. 1 sur P, ce serait l'inverse de P. Pourquoi ce serait l'inverse de P? Parce que tu te dis que S bar c'est l'inverse de S. Mais non, n'oubliez pas que P c'est une probabilité. Et si je vous avais écrit que P c'était 0,4, ça voulait dire 40% de chance d'obtenir S. Qu'est-ce que vous m'auriez écrit comme la probabilité de ne pas obtenir S? 0,6. 0,6. Alors quel est le lien entre 0,6 et 0,4? C'est 1 moins P. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ici, la probabilité d'obtenir échec, de ne pas obtenir succès, c'est 1 moins P. C'est le complémentaire à 1 de P. D'accord? Donc vous pouvez rajouter ce petit schéma qui est l'arbre qui modélise cette expérience de Bernoulli. Alors on est bien d'accord qu'il n'y a pas plus simple comme expérience, hein, c'est une expérience très simple, puisque je n'ai que deux issues, soit j'obtiens succès, soit je n'obtiens pas succès. Le paramètre, quand on dit le paramètre, c'est la probabilité de succès, le paramètre P. Bon, vous allez voir, on va faire des petits exemples très simples. Donc, on vous dit la probabilité de l'issue échec est quant à elle notée Q, et Q, c'est donc 1 moins P. Voilà, vous complétez notre les petits pointillés. Alors, on dit l'épreuve de Bernoulli. Bernoulli, c'était un mathématicien qui s'appelait Jacques Bernoulli. Donc, vous voyez, on est au XVIIe siècle, hein. Et donc, c'était un mathématicien et physicien suisse, et on vous dit qu'il a laissé de nombreux résultats de première importance. Donc, c'est un nom qu'on rencontre quand on fait des mathématiques. La première fois qu'on le rencontre, c'est avec cette fameuse épreuve de Bernoulli, qui est donc liée à cette expérience très simple. Alors, il y en a eu plein, en fait, hein, des Bernoulli, il n'y a pas eu qu'un seul. C'est pour ça que des fois, on rencontre le nom Bernoulli, et c'est pas le même prénom, ça va dépendre de qui on parle. Bon, en gros... Voilà, c'est comme toujours, quand on parle il y a des notions mathématiques qui portent le nom de certains mathématiciens. Rappelez-vous la relation de Chasles pour les vecteurs, hein, c'était aussi un mathématicien. Bien, alors, des exemples d'épreuves de Bernoulli, très simples. Par exemple, on lance un dé truqué et on espère obtenir un 6. Ça veut dire que je m'intéresse seulement à obtenir un 6. Et vous voyez bien que quand je lance un dé, j'ai que deux possibilités. Soit j'ai obtenu un 6, succès, soit je n'ai pas obtenu un 6, échec. Alors, c'est bien une épreuve de Bernoulli. Quels sont les paramètres là, P et Q? Donc, P, c'est la probabilité de succès. C'est donc... C'est 1 sur 6. 1 sur 6, exactement. Et donc, quelle est la probabilité d'échec?
c'est évidemment 5 sur 6. 5 sur 6. D'accord? Bien. Un autre exemple, on lance un dé truqué en espérant obtenir un multiple de 3. Alors, un dé non truqué, pardon. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est un multiple de 3. Soit j'obtiens un multiple de 3, soit j'obtiens pas un multiple de 3. Donc, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, combien vaut-elle? 2 sur 6. Ouais, 2 sur 6, puisque obtenir un multiple de 3, c'est soit obtenir un 3, soit obtenir un 6. Et 2 sur 6, c'est évidemment un tiers. Hein, on simplifie la fraction. Et donc, la probabilité d'échec, c'est son complémentaire. Donc, c'est 2 tiers. 6e ou 2 tiers. 2 tiers. Voilà. OK? Bien. Un mécanicien prélève un roulement à billes dans un stock pour le monter sur une machine qu'il répare. Il sait que 0,01% des roulements ont un défaut. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il va faire un prélèvement d'un roulement à billes, et ben en fait, ça suit une épreuve de Bernoulli, puisque soit il a obtenu un roulement, soit il a tiré au hasard un roulement qui avait un défaut, soit il a tiré au hasard un roulement qui n'a pas de défaut. Donc, quelle est la probabilité de succès? Alors, la question c'est, c'est quoi être le succès? Il faut le définir. Est-ce que c'est tirer un roulement à billes qui a un défaut, ou est-ce que c'est tirer un roulement à billes qui n'a pas de défaut? On fait ce qu'on veut en fait, ça c'est nous qui choisissons. On n'a qu'à choisir que ce qui nous intéresse, c'est qu'il tire un roulement à billes qui n'a pas de défaut. Donc quel est le paramètre de la loi de Bernoulli? Quelle est la probabilité qu'il tire un roulement à billes qui n'ait pas de défaut? C'est 0,99. Alors, tu nous as dit 0,99. Prenons quelle est la probabilité qu'il tire un roulement à billes qui est un défaut? Nous, on sait qu'il y a 0,01% des roulements à billes qui ont un défaut. D'accord? Je vous rappelle que 0,01%. Hein. Donc, si on veut écrire une probabilité, donc un nombre entre 0 et 1, il faut ramener ce pourcentage en un nombre entre 0 et 1, se ramener à pour 1 en fait. Hein. Et donc ça fait 0,0001. En fait, je vous rappelle que si c'était 1%, eh ben ça correspondrait à 0,01, la probabilité d'obtenir un roulement qui a un défaut. Mais c'est pas du 1%, c'est du 0,01%, c'est tout petit. D'accord? Et donc c'est 1/10 millième, c'est ma probabilité. En fait, ça veut dire une chance sur 10 000. Ça va? Et donc, quelle est la probabilité d'obtenir un roulement qui n'a pas de défaut? Ben, c'est son complémentaire à 1. C'est 0,9999. Voilà, 9999. Ok? Voilà, ça c'est la probabilité de succès. Si son objectif c'est de ne pas avoir de roulement à billes qui ont un défaut, et ça c'est la probabilité d'échec. Une chance sur 10 000 qu'il ait donc échec. Bon, ça revient, c'est bien une épreuve de Bernoulli puisqu'il n'y a que 2 possibilités. Ok? Vous allez voir que ce troisième exemple, ça nous sert énormément dans toute la partie statistique. Quand on choisit des échantillons, on tire dans une population un échantillon, ou par exemple quand on va faire un sondage auprès d'une population, derrière tous ces tirages, et bien en fait, quand on pose une question et qu'on fait un sondage, il va y avoir une épreuve de Bernoulli. J'en sais rien, si c'était par exemple, on pose la question aux gens, est-ce que vous allez voter pour tel candidat? Là, comme la réponse est oui ou non, on va imaginer qu'on leur laisse que 2 possibilités, et bien dans ce cas-là, c'est bien une épreuve de Bernoulli. Et évidemment, ces épreuves-là sont très simples, ces expériences aléatoires, donc c'est pas tout à fait elles qui vont nous intéresser. En vrai, ce qui va nous intéresser, c'est pas le fait d'avoir une épreuve de Bernoulli, mais c'est le fait d'avoir une répétition d'épreuves de Bernoulli. C'est ça qui est plus important, et c'est pour ça que ces épreuves de Bernoulli, ça va être ce qui va nous intéresser, qu'on va appeler un schéma de Bernoulli, ça va être un cas particulier de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire quand on fait une répétition de plusieurs épreuves indépendantes. Qu'est-ce qui se passe quand je répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli? Donc d'abord la définition. Alors on vous dit que, étant donné un entier naturel petit n, un schéma de Bernoulli consiste à répéter de façon identique
n fois la même épreuve de Bernoulli de paramètre P. Autrement dit, je lance pas une fois mon dé, mais je vais le lancer 100 fois mon dé. D'accord? C'est ça un schéma de Bernoulli. C'est l'idée de répéter plusieurs fois la même épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante. Alors, je ne l'ai pas écrit indépendante, mais autrement dit, comme c'est de manière identique, ça veut dire que les résultats que j'aurai à mon premier tirage ne vont pas influencer les résultats du tirage suivant. Donc, on vous dit qu'un schéma de Bernoulli a deux paramètres. Donc, le schéma de Bernoulli, pas l'épreuve de Bernoulli, on parle du schéma, va avoir deux paramètres. Le nombre d'épreuves qu'on a répété, le fameux petit n là, et la probabilité de succès qui est liée donc à l'épreuve de Bernoulli répétée. Bon, c'est ça un schéma de Bernoulli. Ok? Et donc on va tout de suite faire un exemple et l'illustrer, le traiter entièrement. Donc la dernière chose là vraiment, mais en fait après on va surtout faire des exercices, c'est donc voilà, de voir comment on traite les exemples, ces exemples-là. Alors regarde, on vous dit, on lance 3 fois de suite un dé truqué. Le succès consiste à obtenir la phase 6. Ok? Un dé non truqué, pardon, excusez-moi, j'ai encore dit un dé truqué, un dé non truqué. Et on note grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où cette face est sortie au cours des 3 lancers. Donc on va lancer 3 fois un dé et on s'intéresse au nombre de fois où on a obtenu un 6, au nombre de succès qu'on a eu. On peut donner la loi de probabilité de la variable dans un tableau. Alors pas dans un tableau, nous on va, enfin oui, la loi sera dans un tableau, mais on va surtout ensuite utiliser un arbre qui montre nos répétitions d'expérience. Alors petit a, on dit préciser quel type d'expérience aléatoire correspond à cet énoncé. Il faut avoir découpé votre feuille là où il y a les ciseaux pour pouvoir traiter l'exercice. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît que on a une répétition de 3 épreuves de Bernoulli. Donc on peut le dire ici, notre expérience, donc cette expérience, est une répétition de 3 épreuves de Bernoulli avec un L majuscule, un B majuscule puisque c'est un mathématicien. Donc c'est une répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques. Et donc finalement ça veut dire que cette expérience c'est donc un schéma de Bernoulli. On va décrire ses paramètres. Alors j'aurais pu 2 paramètres. Quel est le paramètre de la loi de Bernoulli là, de l'épreuve de Bernoulli? Le paramètre c'est avec les P là? Ouais, c'est P. Si on parle de l'épreuve de Bernoulli, l'épreuve c'est seulement un lancer. Le succès, on vous dit, ça consiste à obtenir la phase 6. Donc. Il y en a un. Vas-y, Jean. Quelle est la probabilité? J'ai dit qu'il y en avait qu'un. Bah oui, il n'y a qu'un quoi? Avec un 6. Bah oui, il n'y en a qu'un, mais P c'est une probabilité. C'est pas une quantité. 1 sur 6. C'est 1 sur 6. C'est la probabilité de succès. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. Donc ici, cette expérience est une répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques de paramètre P. Donc, c'est donc un schéma de Bernoulli. Je le rédige bien là. 2 paramètres. Et là, c'est avec un S. Il y a 2 paramètres. N égale. N égale combien? N, c'est le premier paramètre de la loi du schéma de Bernoulli. Le premier paramètre, c'est le nombre de répétitions. C'est 3 du coup, puisqu'on l'a répète 3 fois. Exactement, c'est N égale 3 et P égale 1/6. D'accord? Bon. Ok, ça c'était juste pour se rendre compte, parce que vous allez voir, là c'est facile, on lance des dés, on se dit bon voilà, on lance un dé et on s'intéresse que à obtenir un 6 ou ne pas obtenir un 6, mais vous allez faire des exemples après avec des sujets très différents. Donc il faut être capable de reconnaître quand on a un schéma de Bernoulli et d'être capable de dire quels sont les paramètres. Question B.
réaliser un arbre pondéré décrivant cette expérience. Et ça, cette année, vous allez devoir, à chaque fois que vous aurez un schéma de Bernoulli, vous devrez donc faire un arbre pondéré. Donc cet arbre, c'est un arbre où il y a à chaque fois, à chaque nœud de l'arbre, partent 2 branches, obligatoirement. Donc le premier niveau de l'arbre, la première épreuve, bah évidemment, c'est la première épreuve de Bernoulli. Ensuite, il y a un deuxième niveau de l'arbre avec une deuxième épreuve et un troisième niveau de l'arbre, puisqu'on a répété 3 fois notre expérience. Donc ici, qu'est-ce qu'on écrit? On dit à la première épreuve, soit on a succès, soit on a échec. Deuxième épreuve, soit on obtient succès, soit on obtient échec. Et on essaie de garder le même ordre pour s'y retrouver. Et troisième épreuve, de nouveau, succès, échec, etc. Je vous rappelle que le succès correspond à, dans cet exemple, obtenir un 6. Quelles sont les petites probabilités qu'on met sur les branches? C'est évidemment 1/6, 5/6. Et comme c'est identique et indépendant, c'est évidemment les mêmes probabilités partout. Voilà à quoi ressemble un schéma de Bernoulli sous forme d'arbre. Donc l'arbre de probabilité d'un schéma de Bernoulli. Et on obtient ça. Bien. Ça, c'est la première chose. Maintenant, donc, réaliser un arbre pondéré décrivant cette expérience, cet arbre, voilà à quoi il ressemble, et vous devrez toujours le refaire. On vous demandera de le refaire pour cette année. On verra en terminale pour avoir des formules qui nous évitent de le refaire à chaque fois. Mais pour ce qui est de l'année de première, l'idée c'est d'être capable de refaire son petit arbre et de travailler avec cet arbre-là. Utilisez cet arbre pour réaliser le tableau donnant la loi de probabilité de la variable grand X. Alors, j'en ai pas fini avec l'arbre. D'abord, cet arbre va nous permettre de voir toutes les issues de cette expérience. Anne-Félicité, je ne sais pas à quelle question tu répondais, mais oui, on est d'accord que c'est succès-échec à chaque épreuve. Hein, c'était ce qu'on disait. Ok ? On n'a pas d'autre possibilité pour une loi de Bernoulli. Donc, ensuite, ici, moi, je voudrais avoir les différentes issues. Alors, vous vous rappelez, les différentes issues, elles forment oméga. Et donc, puisqu'elles forment oméga, donc je vais l'écrire ici, oméga, voilà, ça va être cette bulle-là. Dans cette bulle-là, la question c'est quel est l'univers de notre expérience aléatoire. Pour avoir l'univers, il suffit de se dire que finalement, chaque chemin de l'arbre mène à une issue différente. Premier chemin, le chemin qui est tout en haut, qu'est-ce qu'il mène? Il mène à 3 succès. Deuxième chemin, il faut que vous le fassiez en même temps que moi. Hein. Donc S bar. Ça veut dire que nos 2 premiers lancers obtiennent un succès, le 3e lancer, c'est un échec. Vous comprenez? Ensuite, c'est S bar, S bar, S. Ensuite, S bar. Ensuite, le chemin, on part en bas, S bar, SS. S bar, S bar. S bar, S. Et S bar. Ça forme l'univers de l'expérience. C'est les différentes possibilités de cette expérience aléatoire qui est un schéma de Bernoulli. Ça va jusqu'à présent? Vous remarquez qu'on a combien d'issues différentes? Oui, on a 8 chemins de l'arbre, il y a 8 issues différentes. Même s'il y a le même nom, par exemple, si vous regardez ici, il y a 2 succès, un échec, et ici, il y a 2 succès, un échec, malgré tout, c'est quand même des issues différentes, parce que c'est pas la même chose de commencer par 2 succès, puis avoir l'échec, ou de commencer par l'échec, puis avoir les 2 succès. Pour nous, on considère que c'est pas la même issue, c'est pas le même
tirage. Et donc, on a bien 8 tirages différents. Est-ce qu'on va pouvoir faire du comptage? Est-ce que ici, on va dire, par exemple, si je veux avoir la probabilité d'obtenir 2 échecs, est-ce que je vais compter le nombre d'issues où il y a 2 échecs? Est-ce que je vais utiliser les cardinaux? Est-ce que je vais dire la probabilité d'obtenir 2 échecs, c'est cardinal de 2 échecs sur cardinal de oméga? Est-ce que je vais me servir de ce 8 là, par exemple? Non. Non. Pourquoi? On ne faut surtout pas s'en servir? Ben, posez-vous la question, quand est-ce qu'on a le droit de se servir de la formule avec les cardinaux? Pas d'idée? On a le droit de s'en servir que quand c'est une situation d'équiprobabilité, que quand toutes les issues ont la même probabilité de sortir là. Or, regardez, la probabilité d'obtenir 3 succès là, ben, rappelez-vous que ça se calcule en multipliant les petites probabilités sur les branches. Donc c'est 1/6 fois 1/6 fois 1/6. On voit que c'est pas du tout la même chose quand on passe par d'autres chemins. Donc il n'y a pas équiprobabilité, et donc ça sert à rien de faire du comptage. Autrement dit, ça sert à pas à grand chose de se dire qu'on a 8 issues différentes. On va pas se servir de ces 8, on va pas faire dire 3 chances sur 8, 2 chances sur 8, ça ne marche pas. Ok? Bien, alors j'en ai pas fini avec l'arbre, regardez, il y a encore un truc. C'est cette phrase-là qui m'intéresse. On vous dit, on note grand X, une variable aléatoire qui donne le nombre de fois où la face est sortie au cours des 3 lancers. La face, on parle de la face 6, c'est-à-dire le nombre de fois où on a eu un succès. Et une autre manière de le dire, c'est le nombre de succès. La variable aléatoire grand X, ça indique le nombre de succès. Donc, on va revenir sur notre arbre, et maintenant on va ici plutôt écrire les valeurs de grand X, puisque pour chaque issue, ça va correspondre à une certaine valeur de grand X. Donc on voit que c'est 3 succès, bah c'est qu'on a eu 3 succès. Donc je mets 3 ici, ça c'est la valeur du nombre de succès. S bar, 2. S bar S, 2 succès. Donc là j'ai plus qu'à compter le nombre de succès pour chacune des issues. 2 succès, 1 succès, 1 succès, 0 succès. Et donc là, vous voyez bien que, ah mais en fait, grand X, qui correspond au nombre de succès, ben, ça peut varier de 0 succès, 1 succès, 2 succès ou 3 succès. Alors, évidemment, on aurait pu s'en douter avant de faire l'arbre, hein, puisque quand on lance 3 fois un dé, on sait qu'on peut obtenir 3/6 au maximum, et on peut obtenir 0/6 au minimum. Donc le nombre de 6 ou le nombre de succès varie bien de 0 à 3, 0, 1, 2, 3. Ok? Il n'y a pas besoin de faire ça. Mais vous allez voir que ça va nous servir. Pourquoi? Parce que ce que vous avez à faire à la question petit c, c'est utiliser cet arbre pour réaliser le tableau donnant la probabilité de la variable grand X. Je regarde si je peux faire quelque chose là. Faites voir si je peux décaler ça. Ça n'a pas du tout marché, on va laisser tomber. Ça m'a effacé ça. Bref, c'est pas grave, je vais ouvrir une autre page. Ou je vais le faire... je vais ouvrir une autre page parce que là, il me manque un peu de place. Donc, je disais donc, qu'est-ce qu'on doit faire à la question petit c? Bah, la question petit c, on doit faire donner la loi de probabilité. Alors, la loi de probabilité, hop, ici. Donc, je vous rappelle que la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, on note xi qui sont les différentes valeurs de la variable aléatoire, donc 0, 1, 2 ou 3. Et ici, on va écrire la probabilité que x soit égal à xi. Et donc, ça nous fait ce tableau-là. Donc, quand on aura complété ce tableau, on aura notre loi de probabilité de notre variable aléatoire. Bon, pour la compléter,
il nous faut donc calculer, et donc là, je vais quand même vous le rédiger un petit peu là, d'accord? C'est la première fois qu'on le fait. Donc, première chose, je vais faire des allers-retours avec mon tableau et puis mon arbre. Hein. Je dois calculer la probabilité que grand X soit égal à 0. Mais la probabilité que grand X soit égal à 0, évidemment, ben, c'est la probabilité ici que grand X soit égal à 0, d'avoir 0 succès, c'est la probabilité d'obtenir S bar, S bar, S bar. Ok? Et cette probabilité-là, on s'en fiche qu'il y ait 0 succès sur 8, ou que ça corresponde à une seule issue sur 8, c'est sûrement pas ça la probabilité. N'oubliez pas que pour calculer sa probabilité, on va multiplier les petites probabilités qui sont sur les branches. Il n'y a qu'une issue qui mène à 0 succès, et donc il suffit de dire que c'est 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Ce qui nous donne 5 sixièmes à la puissance 3. Alors, 5 à la puissance 3, 5 fois 5, 25, 25 fois 5, 125. Et 6 à la puissance 3, 6 fois 6, 36. Et 36 fois 6, ça fait 216. Donc, ce nombre-là, c'est la probabilité. Vous voyez qu'on est très loin du 1/8 qu'on aurait trouvé si jamais on avait dit qu'il n'y avait qu'une seule issue sur 8, on aurait dit 1/8. Là, c'est pas 1/8, c'est 125 sur 216. Alors, on peut quand même le calculer. Calculez-moi ça, la calculatrice, là, pour me dire combien ça fait en nombre décimal. Ça va pas tomber juste, mais ça peut nous donner une information pour avoir un pourcentage de chance, si vous voulez. 0,58. 0,58. Regardez, ça veut dire 58% de chance de n'obtenir aucun 6. Plus de la moitié, on a plus de la moitié des chances de n'obtenir aucun 6 quand on lance 3 fois un dé. On comprend bien que c'est normal parce qu'à chaque issue, vous voyez qu'on a un grand nombre de chances déjà de ne pas obtenir un 6. Hein. Donc, de ne pas en obtenir sur les 3 lancés, c'est encore quelque chose d'assez fréquent, c'est plus de la moitié. Ok ? Donc, voilà ma première valeur, c'est donc 125 sur 216. Je vais l'écrire 5 sixièmes à la puissance 3, et donc 125 sur 216. Ok, on continue. Je vais faire ici la probabilité que X, faisons les plus simples. X est égal à 3. Alors la probabilité d'obtenir 3 succès, que le nombre de succès soit égal à 3, c'est évidemment la probabilité d'obtenir SSS. Hein. Regardez sur l'arbre, on avait bien vu que le 3 succès, il est là. Et 3 succès, c'est seulement quand on a obtenu 3 fois succès. Il n'y a qu'une seule issue qui mène à 3 succès. Et donc la probabilité, c'est 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Donc c'est 1 sixième à la puissance 3. 1 sixième à la puissance 3, c'est 1 sur 216. Obtenir 3 fois le 6, ça s'obtient quand même, c'est pas énorme, hein, puisqu'on obtient une chance sur 216. Oui. Bien, maintenant la probabilité que X soit égal à 1. On veut toute la loi de probabilité, donc on va tous les calculer. Alors, regardons un peu sur notre arbre. Quelles sont les issues qui mènent à un succès? Donc, un succès, on l'obtient ici, ici ou ici. On voit que cette fois, il y a 3 issues qui mènent à un succès. Donc, c'est S, S bar, S bar, S et S bar, S, S bar et S bar, S bar, S. Donc, qu'est-ce que j'écris dans ma rédaction? Je peux écrire que la probabilité d'obtenir X égale 1, c'est la probabilité d'obtenir S, S bar, plus la probabilité d'obtenir S bar, S, S bar, plus la probabilité d'obtenir S bar, S bar, S. Ok,
Regardons maintenant, calculons chacune des probabilités grâce à l'arbre de probabilité en utilisant toujours la même règle, en multipliant les probabilités sur les branches. Probabilité d'obtenir S, S bar, S bar. S, S bar, S bar, c'est lui là. C'est ce chemin-là. C'est 1 sixième multiplié par 5 sixièmes multiplié par 5 sixièmes. Donc c'est 1 sixième fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Probabilité de S bar, S, S bar. Qui me le donne là directement? 5 sixièmes fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Très bien. On voit quand même pas besoin de regarder là, puisqu'il suffit de regarder juste au-dessus. Quand ça passera par S bar, on sait que ça fait par 5 sixièmes. Quand on passe par S, par 1 sixième, etc. Et donc le dernier. Léo, à toi. Tic-tac, tic-tac. Non, pas d'idée. Raphaël. Raphaël Biben. Ou Raphaël Garcia, peu importe. Le premier. 5 fois 1 sixième. 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 1 sixième. Ok. Et ça nous donne ça. Alors si on regarde finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que ces trois nombres-là, bah, c'est les mêmes. Hein. D'accord? Donc c'est comme si ce nombre-là, il y était 3 fois. Bon, c'est pas le. Donc ça nous fait du 25 sur 216, plus 25 sur 216, plus 25 sur 216. Ce qui nous donne 75 sur 216. Et donc, la probabilité de x égale 1, c'est donc 3 fois, on avait dit 1 sixième fois 5 sixièmes, parce qu'il y avait le 3 étant parce qu'il y a 3 chemins qui mènent, hein, d'accord, 1 sixième, 5 sixième au carré, et on a trouvé 75 sur 216. Bien, le dernier là. Le dernier, il y a deux méthodes pour le trouver. Soit je calcule P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 3, je fais la somme de tout ça, donc, et ben, je regarde, j'essaie de compléter pour aller jusqu'à 1, puisque je sais que la somme de toutes les probabilités est égale à 1, soit je fais la même méthode où j'utilise mon arbre. Donc là, on va encore utiliser l'arbre, ne serait-ce que pour s'entraîner à le faire. Donc P de x égale 2, j'ai même pas besoin d'aller voir mon arbre, normalement, c'est 2 succès, c'est S, S, S bar, plus S, S bar, S, plus P de S bar, S, S. En fait, regardez, il n'y a que ces 3 issues qui mènent à 2 succès et un échec. La probabilité de 2 succès et un échec, eh ben, on sait qu'on va passer 2 fois par S, donc ça va être 1 sixième, fois 1 sixième, fois 5 sixièmes, plus 1 sixième, fois 5 sixièmes, fois 1 sixième, plus 5 sixièmes, fois 1 sixième, fois 1 sixième. Et comme ces trois nombres sont identiques, c'est 3 fois 1 sixième au carré, fois 5 sixièmes. Donc on va tout de suite calculer combien ça fait. Ici, ben, on a du 15, ça nous fait du 15 sur 216. Donc ensuite, regardez, là je complète. Donc ici, ça nous fait donc, pour la probabilité que x soit égal à 2, c'est 3 fois 1 sixième au carré multiplié par 5 sixièmes. Et on a trouvé 15 sur 216. Alors pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, il faudrait quand même faire la somme. Est-ce que ça fait bien 1 quand on fait 125 sur 216, plus 75 sur 216, plus 15 sur 216, plus 1 sur 216? Alors, bah, 125 plus 75, on est à 200. 200 plus 15, on est à 215. Plus 1, on est bien à 216. Sur 216, ça fonctionne. Ok? Donc voilà pour ce tableau, qui est donc la loi de probabilité de notre expérience, de notre schéma de Bernoulli. Vous voyez bien
que on est très loin des lois où on disait qu'il y a une chance sur 8, 2 chances sur 8, 3, etc. en faisant du comptage. Là, on peut pas faire du comptage. On est obligé de tenir compte du fait qu'il y a que chaque issue ne s'obtient pas avec la même probabilité, ne se réalise pas avec la même probabilité, et qu'en plus, il y a plusieurs chemins qui mènent au même nombre de succès. Or, comme on s'intéresse au nombre de succès, il va falloir qu'on regarde aussi tous les chemins qui mènent au nombre de succès demandé. Voilà comment ça fonctionne. Et vous allez voir que ces fameux schémas de Bernoulli, en fait, comme je vous l'ai dit, interviennent très fréquemment dans beaucoup de problèmes statistiques. Donc, c'est pour ça qu'on l'étudie de manière précise. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter, là, les valeurs? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors Gabriel, tu me disais, est-ce qu'on peut simplifier? Oui, on peut. Quand on peut simplifier, on peut toujours le faire. Dès que tu simplifies, après, refaire la somme pour trouver que la somme est égale à 1, évidemment, ça peut être un peu plus compliqué. Si on veut des valeurs exactes, n'écrivez pas de valeurs approchées, gardez plutôt des valeurs exactes ici. Ok? Bien. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à regarder des exemples. Alors, pas tout à fait, il nous reste encore des petites choses à faire. D'abord, il y avait une question petit d qui était calculer l'espérance de cette variable. Alors, comment faire pour calculer l'espérance? C'est-à-dire, rappelez-vous, ça voudrait dire quel est le nombre de succès qu'on peut espérer avoir en moyenne si on répétait un grand nombre de fois cette expérience. Ok, on imagine que je lance 3000 fois mon dé. Combien de succès je vais pouvoir espérer, combien de succès, même au total, je vais pouvoir espérer obtenir. Pour ça, on sait que il faut calculer l'espérance de la variable aléatoire. Alors, quelle est la formule qui permet de calculer l'espérance? Vous vous rappelez? C'est la formule de la moyenne. C'est la moyenne des valeurs de grand X, donc la moyenne entre 0, 1, 2 et 3, coefficientée par les probabilités. Donc, il suffit de faire 0 multiplié par 125 sur 216, 0 fois 125 sur 216, plus 1 fois 75 sur 216, plus 2 fois 15 sur 216, plus 3 fois, et c'était 1 sur 216. Je vous laisse me calculer ça. Alors c'est facile à calculer en valeur exacte sur 216, mais on voudra une valeur approchée. Donc ça nous fait du 30, 33, 33, ça fait du 108. Ah ben 108 sur 216, regardez. 108 c'est la moitié de 216. Hein. Donc ça fait 0,5. Ça fait 0,5. Ok? Donc là, ça veut dire que en moyenne, on obtient 0,56, 0,5 face 6 quand on lance ce dé. 0,5 succès par lancé. Alors c'est pas beaucoup, et ça n'a pas trop de sens puisqu'on sait que ça veut rien dire avoir la moitié d'un succès. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de se dire si je lance 3000 fois, si je fais 3000 fois cette expérience, qui correspond à lancer un dé 3 fois de suite, rappelez-vous, je devrais avoir autour de combien de succès? 1500 succès et 1500 échecs. Oui, c'est ça. Donc on s'intéresse au nombre de succès, donc 1500. On devrait avoir 1500 succès sur 3000 lancés. Alors 1500 succès, n'oubliez pas que en une répétition, en une fois l'expérience, on peut obtenir jusqu'à 3 succès. Ok? Mais on peut comme ça calculer le nombre de succès sur un total. Bon, voilà. 1500 succès, ça paraît beaucoup, puisqu'on se dit, il y a la moitié de succès. Mais c'est pas... alors, c'est pas 1500 échecs, Gabriel. Il faut pas voir les choses comme ça. C'est 1500 succès sur un total de 3000 fois cette expérience. On a répété 3000 fois cette expérience.
Et donc, quand on répète 3000 fois cette expérience, c'est le nombre de 6 qu'on va obtenir, si tu veux. Sauf que je vous rappelle que ça fait pas, c'est pas 1500 fois où on obtient un 6 et 1500 fois où on n'obtient pas un 6. Parce que quand on fait une expérience, on a obtenu 3 nombres. Hein. 3 résultats de dés sur une expérience. C'est un schéma avec 3 épreuves. Donc à chaque fois, quand je fais une épreuve, je vais compter sur mes trois valeurs de dés, combien de 6 j'ai obtenu. Oui. Donc je te rappelle que si on a fait 3000 fois l'expérience, en fait, on a obtenu 9000 dés. Hein. Et sur 9000 dés, 9000 valeurs de dés, on a 1500 succès. Donc on a 7500 échecs. Il y a 7500 fois où on n'a pas obtenu un 6. Ça va, Gabriel? Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Ok, d'accord. Bien. Bon, voilà pour donc cet exercice. Qu'est-ce que je vais vous dire donc? Oui, alors, terminons les petites remarques. À chaque nouvelle épreuve de Bernoulli, le nombre de branches à réaliser pour poursuivre la réalisation de l'arbre est quoi? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on arrive, qu'on rajoute une épreuve de Bernoulli? Qu'est-ce qui se passe pour le nombre de branches? Le nombre de chemins, oui, j'ai pas entendu? Oui, il est doublé. Hein. Vous voyez que quand je passe de seulement une épreuve à 2 épreuves, on passe de 2 chemins à 4 chemins. Donc à chaque fois, c'est doublé. Ça double à chaque fois que vous allez rajouter une expérience. Vous doublez le nombre d'issues différentes. Donc, et doublé. Et multiplié par 2. Le nombre de branches à réaliser, donc le nombre de chemins va être doublé par 2. Donc ainsi, dans un schéma de Bernoulli à 5 épreuves, ça fait combien de chemins? Moi, je préfère qu'on dise chemin que branche. Hein. Combien est-ce qu'on a de chemins quand on répéterait 5 fois? Là, on l'a répété que 3 fois. Et vous avez vu, on avait 8 chemins différents, 8 issues différentes quand on répétait 3 fois. Donc si on le fait 5 fois? 64? Non. Je sais pas alors. Bah, on en a 8 et il faut encore rajouter 2 épreuves. On double à chaque fois. 32? Bah oui, 32. Hein. C'est 32. Et 32, regardez, c'est 2 puissance 5. Donc si vous avez un schéma de Bernoulli à 5 épreuves, vous avez 2 puissance 5 chemins différents. 2 puissance 5 issues différentes. Possibles. D'accord ? Et donc, ce qu'on vous raconte, c'est qu'évidemment, c'est ce que dit cette dernière phrase, c'est que vous voyez bien que si jamais je vous demande de faire un schéma de Bernoulli à 10 épreuves, c'est infaisable graphiquement. Et même à 5 épreuves, déjà, ça ferait 32. Ça va être insupportable à faire. C'est pour ça qu'on va faire des exemples cette année uniquement avec des schémas de Bernoulli qui vont grand maximum, jusqu'à 4 répétitions. 4 répétitions, ça veut dire que vous aurez quand même 16 chemins. Ce sera souvent 3, d'accord? Souvent 3 répétitions, maximum 4. Mais en terminale, on pourra aller plus loin, parce qu'en terminale, on va généraliser un petit peu tout ça par des formules toutes faites qu'on pourra justifier. Des formules qui nous permettent finalement de pouvoir prévoir la loi de probabilité, quel que soit le nombre de répétitions. Et je pense que vous remarquez que les petites formules qui sont écrites ici, je vous ai pas mis que les résultats, je vous ai mis avec les petites puissances, on comprend bien que ça va peut-être pas être très dur de trouver des formules générales. Il y aura peut-être un petit problème avec les coefficients, puisque nous on a compté le nombre de chemins, et ça il faudra qu'on en discute, mais ça, pour votre programme, c'est pas pour cette année, ça attendra l'année prochaine. Donc les exercices qu'on va faire maintenant, et que vous aurez à faire, là on va juste en faire un ensemble, ce sont des exercices à chaque fois où vous devez donc faire un arbre de probabilité. Ok? Donc on passera toujours par ça. Bien. Alors on va regarder un premier exercice. Donc vous pouvez vous mettre partie exercice si vous voulez. C'est le 61, page 160.
Donc j'ai mis ici. Donc vous pouvez l'avoir sous les yeux à côté de vous pour suivre l'énoncé. Bien, donc c'est des exercices comme ça que vous allez avoir à faire pour la semaine prochaine. Donc dans le 61, on vous dit, dans une auto-école réputée, 75% des candidats réussissent l'épreuve du code de la route du premier coup. On interroge au hasard 4 candidats pour savoir s'ils ont réussi leur code du premier coup et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de réponses positives. Voilà tout ce petit descriptif. Tout de suite, il doit vous dire « Ah, mais on a bien une épreuve de Bernoulli, puisque à chaque fois qu'on interroge au hasard les candidats, pour chacun des candidats, on n'a que 2 possibilités. Soit c'est oui, soit c'est non, soit la réponse c'est positive, soit elle est négative, donc c'est bien une épreuve avec succès-échec. Et puisqu'on interroge 4 candidats au hasard, on a une répétition identique de la même épreuve de Bernoulli, c'est donc un schéma de Bernoulli. Vous voyez que tout ça, on vous demande des fois de le justifier, d'expliquer pourquoi on a un schéma de Bernoulli. On doit être capable de le lire dans l'énoncé. On vous dit le nombre de candidats est suffisamment grand pour que ce choix soit assimilé à 4 tirages indépendants avec remise. Alors, j'en parle pas, là, on n'a pas trop le temps de cette phrase-là, on en rediscutera pourquoi cette phrase, elle intervient quasiment tout le temps quand on fait des échantillons, quand on prélève au hasard des choses. Je vous expliquerai, mais pas aujourd'hui. Alors, on vous demande de calculer finalement P de x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, autrement dit, la loi de probabilité, puisqu'on peut avoir au minimum 0 succès. On a demandé à chacune des personnes, il n'y en a aucune qui a eu son code du premier coup, ou on peut avoir eu de la chance, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, et en tout cas, que les 4 personnes à qui on a posé des questions, toutes ont répondu qu'elles avaient eu leur code du premier coup. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? On fait un arbre de probabilité. Alors, puisqu'il y a 4 candidats, c'est que là, on a un grand arbre avec 4 niveaux. Donc ça, c'est un arbre qui est relativement grand. Donc, quand on fait un arbre relativement grand, il faut pas mal écarter déjà les 2 premières. Donc, il y en a qui vont avoir la flemme de le faire à chaque fois, mais dans votre programme, c'est ça que vous avez à faire. Alors, je peux pas trop vous parler des E3C, puisque, a priori, pour cette année en tout cas, on n'en aura pas. Mais s'il y en avait eu, et si elles sont en début d'année prochaine, on ne sait pas, obligatoirement, vous auriez eu un petit sujet comme ça. Donc, avec un arbre à faire. C'est presque sûr. Je vous rappelle que c'est un chapitre qui fait partie du tronc commun avec les STMG. Et donc, c'est tout à fait ce genre de sujet qui est amené à être posé pendant les épreuves de 3C. Bien, donc, toujours pareil. Alors, on peut garder petit s pour succès, succès-échec. Des fois, on peut changer les lettres si on voulait. Par exemple, c'était le avoir son code. Donc, on pourrait appeler C pour avoir son code et C bar ne pas avoir son code. Mais c'est vrai que souvent, on écrit plutôt SS bar tout en précisant ce que représente grand S. L'intérêt de mettre S bar, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser le deuxième événement. Donc S bar, S. Regardez, je les mets toujours dans le même ordre pour pas nous tromper là, pour pas se tromper. Et puis les petites probabilités. Donc réfléchissons. Je vais préciser ce que c'est que S. Monsieur, vous avez oublié un S bar. Tout en haut. En dessous du S, tout en haut. Ah oui, merci. Je ne l'ai pas noté celui-là. Très bien. Donc on précise juste que représente S. Donc grand S, c'est l'événement, le candidat a eu son code du premier coup, au premier essai. D'accord ? Donc, ça c'est donc notre... voilà, là on a le schéma de Bernoulli, l'arbre qui représente l'expérience, le fait de choisir au hasard 4 candidats. Mais il nous manque les petites probabilités sur les branches. Qu'est-ce qu'on va écrire ?
Qu'est-ce que je vais écrire? Il avait pas marqué qu'il avait 75% de chance qu'il ait du premier coup. Pas tout à fait, mais tu as raison, ça va être exactement ça. Il y a marqué qu'il y a 75% des candidats qui l'ont réussi du premier coup. Et donc là, c'est un pourcentage. C'est pas une probabilité. Mais si j'ai l'ensemble des candidats devant moi, qu'il y en a 75% qui l'ont réussi des premiers coups et que j'en choisis un au hasard, ben on comprend bien que j'ai bien 75% de chance d'en choisir un qu'il a obtenu du premier coup. C'est pour ça que tu as tout à fait raison, que c'est bien ce 75% qu'on traduit en probabilité, donc 0,75. Et donc, quelle est la probabilité que je choisisse quelqu'un qui n'a pas eu son code du premier coup? Ben, c'est son complémentaire, c'est-à-dire 0,25. 75%, c'est 3/4. On l'aurait pu l'écrire en fraction si on voulait. Bon, on peut l'écrire aussi en décimale. Bien, donc après, il faut que je remette évidemment toutes les petites probabilités. Donc, vous voyez, je vous ai dit jusqu'à maximum, on fera un arbre aussi grand que celui-là. Ce sera vraiment dans le cas maximal. Donc là, on le fait ensemble. On n'ira pas plus loin parce que après, c'est illisible. Il ne faut pas que vous le fassiez trop petit sur votre copie, sinon vous n'arriverez pas non plus à vous relire. 0,75, 0,25. Alors on comprend vite au bout d'un moment pourquoi ce serait bien d'avoir des formules toutes faites pour éviter de refaire un arbre. Surtout quand on va imaginer que là j'ai interrogé que 4 personnes, mais imaginez qu'on interroge, je sais pas moi, 25 personnes, l'arbre est infaisable. Or, calculer la probabilité que sur les 25 personnes, il y en ait 4 exactement qui aient leur code du premier coup, ben ça, on pourra le faire en terminale directement avec des formules toutes faites, qu'on aura démontrées, qu'on aura au moins justifié. L'arbre, il faudra souvent, là pour cette année, il faut le faire sur votre copie. C'est votre justification, Noah. D'accord? Donc on attend que l'arbre soit fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, évidemment, mettre toutes les issues. Alors, on est d'accord que là, je vais directement mettre les valeurs de ma variable aléatoire, grand X. Donc, je vais indiquer seulement le nombre de succès. Donc ici, j'ai, il ne faut pas que je me trompe, 4 succès quand je prends le chemin du haut. Ensuite, le chemin d'en dessous, il n'y a plus que 3 succès. Ensuite, ce chemin-là, il y a 3 succès, 2 succès. Celui-là, il va y avoir 1, 2, 3 succès, 2 succès, 2 succès, 1 succès. J'ai terminé la partie haute de mon arbre. Ici, la S bar S, 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 donc 3 succès, 2 succès. Là, j'ai plus que 2 succès, 1 succès. Ici, S bar, S bar, S, S, 2 succès, 1 succès. Et le dernier, un seul succès et 0 succès. Donc voilà les valeurs. J'espère que vous avez le temps de tout noter. Bon, voilà les valeurs donc de notre variable aléatoire suivant les chemins, suivant les issues de notre expérience. Avec ça, on va pouvoir donner la loi de probabilité et ça devrait pas être très dur, puisqu'on a fait le gros du travail. Alors ça prend du temps, mais une fois qu'il est fait, il n'y a plus qu'à le lire sur l'arbre. On n'a besoin d'apprendre aucune formule, c'est quand même l'avantage. En première, pas à s'embêter d'apprendre une formule. Donc, je fais mon tableau de ma loi de probabilité. Donc, xi et p de x égale xi. Qu'est-ce que j'ai comme valeur de ma variable? Je peux avoir 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès. Ok, allons-y pour les petites probabilités. Donc, quelle est la probabilité d'avoir 0 succès? Ben, on regarde le chemin, on passe il n'y a qu'une seule issue, il n'y a qu'une seule fois où on rencontre le 0 succès, c'est le chemin du bas là, et donc c'est 0,25 fois 0,25 fois 0,25 fois 0,25, donc c'est évidemment 0,25 à la puissance 4, que vous allez me calculer.
Ok, je continue, vous me trouverez les valeurs, vous me les donnerez après. Alors, probabilité d'avoir un succès. Alors, un succès, regardez, je vais le souligner là d'une autre couleur. Donc, voilà, ici. Donc, le 1 succès, je le rencontre ici, ici, là et là. Je le rencontre 4 fois. Il y a 4 chemins qui mènent à un succès. Quand on regarde les chemins, donc quand on calcule la probabilité d'avoir un succès, ici, ça fait 0,75. 0,25, 0,25, 0,25. Donc on voit que 0,25 est multiplié par lui-même 3 fois de suite, et il y a une fois 0,75. Et regardez, quand je prends ce chemin-là, ben c'est exactement la même chose. 0,25, 0,75, 0,25, 0,25, il y a évidemment encore la même chose. En fait, les chemins qui mènent à un succès ont les mêmes probabilités, c'est juste l'ordre qui varie. Et donc, ici, bah puisqu'il y avait 4 chemins, on va écrire 4 fois. 4 fois, donc on a 0,75 fois 0,25 à la puissance 3, puisqu'il y avait 3 fois le 0,25. Maintenant qui mène à 2 succès. Donc je prends une autre couleur, là je vais prendre rouge par exemple, et je vais souligner tous les chemins qui mènent à 2 succès. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 chemins différents qui mènent à 2 succès. Pour chacun des chemins, puisqu'on passe 2 fois par succès, donc il y aura 0,75 au carré, et on passe 2 fois par l'échec, donc il y aura 0,25 au carré. Et donc puisqu'il y a 6 chemins, on va écrire 6 fois 0,75 au carré fois 0,25 au carré. Vous comprenez maintenant qu'il suffit de compter le nombre de chemins, et ensuite, bah, finalement, on va être... C'est pas très dur de savoir quelle est la puissance de 0,75 et quelle est la puissance de 0,25. Qui mène maintenant à 3 succès. Elle a presque fini. Je vais prendre une autre couleur. Là, on va prendre en... Voilà, en, je sais pas, allez, gris. Donc en gris, là, qui mène à 3 succès, il y en a 1, 2, 3 et 4, que j'ai oublié ici. Il y a 4 chemins qui mènent à 3 succès. Donc la probabilité, c'est 4 fois. Puisqu'il y a 3 succès, c'est qu'on a 0,75 à la puissance 3. Et puisqu'il y a 3 succès, il y a un échec. Et donc on passe par 0,25 une seule fois. Et enfin, la probabilité d'obtenir 4 succès. 4 succès, vous remarquez que vous l'avez qu'une fois, c'est le chemin de l'arbre qui est tout en haut et qui ne passe que par des 0,75. Donc évidemment, c'est égal à 0,75 à la puissance 4. Bien. Allez, vous me donnez les petites valeurs approchées là de tous ces nombres. Enfin, les valeurs approches exactes d'ailleurs. En décimale. Alors pour 0, c'est 0,004. Et après pour le reste, je peux encore calculer. Allez, quelqu'un d'autre prend le relais? Chacun en fait un là, et puis dès que vous l'avez, vous me le donnez. Si ça va un peu vite pour certains, faut pas hésiter à revoir la vidéo pour de nouveau réécouter. Et voilà, ne laissez pas, si ça a été un peu vite, c'est possible. Vous voyez qu'il est déjà bientôt l'heure, donc il faut absolument voilà, le revoir avant de faire les exercices pour être au clair. Pour le 1, c'est 0,47. C'est 0,47. Ouais, mais j'aimerais bien. Il n'y a pas de valeur exacte là? 0,46, 875. Ouais, puisque là, en fait, ça, voilà, ça vous donne. Ça, c'est que des valeurs exactes, en fait. Du coup, vous voulez les valeurs exactes pour le 0? Ah, c'était pas exact. Alors oui, s'il te plaît. Alors, 0,0039, 0,625. Ah ouais, c'est pas super. Ouais, on va mettre des valeurs approchées. T'as raison. Allez, arrondissons à 10 moins 1. Je change. Je pensais que ce serait des valeurs un peu mieux.
Donc, ok, 0,47, allez, je prends. Ensuite, pour le 2, alors le 4, c'est 0,32, on va prendre. Celui-là, 0,32, ok. Quelqu'un a le 2 ou le 3? Moi j'ai le 3. Vas-y. C'est 0,42. 0,42. Ok, et le 2? Le 2 c'est 0,21. 0,21. Bon, c'est des valeurs approchées, donc vous mettez bien environ égal, ok, pas de problème. Mais l'intérêt, c'est que ça nous donne au moins des pourcentages de chance. On voit que dans cette expérience, alors faudrait vérifier si la somme fait bien à peu près 1, hein, qu'on ne se soit pas trompé. À mon avis, il y a un problème là. Il y a des valeurs qui sont fausses là. Regardez, on dépasse largement 1 là. Hein. Déjà, avec les 3 du million, on est à 1. Donc, il y a un problème. Le 1, à mon avis, le 0,47, je pense qu'il est faux. Vous me le refaites, le 1, là? J'ai oublié peut-être un 0. Ouais. C'était 0,047. Ouais, je préférerais, ouais. Voyons voir, là, si c'est cohérent. Donc, 42, ça fait du 74, ça fait 74,95. Ouais, ça marche. Là, c'est bon. Et oui, parce qu'il faut que la somme fasse 1, hein, donc on vérifie toujours que c'est au moins à peu près cohérent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que regardez les pourcentages de chance. Dans ce jeu-là, c'était pas un jeu d'ailleurs, dans cette expérience qui correspondait, qui correspondait à interroger au hasard 4 candidats, on a 42% de chance, presque la moitié de chance d'obtenir 3 candidats qui ont obtenu leur code du premier coup. Alors qu'on a seulement 0,4% de chance qu'aucun des candidats ne l'ait obtenu. Bah oui, c'est logique qu'il y a très peu de chances d'obtenir 0 ou 1 là. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une forte proportion des candidats qui avaient obtenu leur code du premier coup. Ok? Donc c'est cohérent que les probabilités soient plus importantes, autour de 2, 3, 4, et peu importantes pour 0, 1. Bon, ça a du sens. Voilà pour l'exercice, ça c'était la question 1, c'était la loi de probabilité. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un candidat ayant réussi son code du premier coup? Alors, comment est-ce qu'on écrit ça? Puis on terminera là-dessus. C'est la probabilité qu'au moins 1, ben, au moins ça veut dire le nombre de candidats, qui correspond à grand X, est supérieur ou égal à 1. Ça s'écrit comme ça. Ça veut dire la probabilité que le nombre de candidats, qu'il y ait au moins un candidat qui ait eu son code du premier coup. Alors, il y a deux manières de le calculer. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut dire P2 1 plus P2 plus P2 oui, donc, plus P2 4 la traduction, ce serait P2X supérieur ou égal à 1. Il y a deux manières de le calculer. Soit on dit c'est la probabilité que X soit égal à 1 plus la probabilité que X soit égal à 2 plus la probabilité que X soit égal à 4. Et comme on a tout ce qu'il faut, on l'a déjà calculé, bah c'est parfait, il suffit de faire la somme. Ou alors, comme toute probabilité d'un événement, on peut passer par son événement contraire. On peut dire c'est égal à 1 moins la probabilité de son événement contraire. La question c'est quel est l'événement contraire que X soit supérieur ou égal à 1? Oui, c'est ce que tu nous écris Arthur, c'est-à-dire c'est 1 moins 0,04 parce que c'est 1 moins la probabilité que X soit égal à 0. Et donc c'est très fréquent quand vous voyez une question posée avec quelle est la probabilité qu'au moins 1 qu'il faille passer par l'événement contraire, c'est beaucoup plus rapide. Et donc on va plutôt dire ben c'est 1 moins 0,004, on va pas s'embêter à faire même la somme ici, et donc c'est évidemment 0,996. 96,6% de chance qu'au moins un des candidats ait eu son code du premier coup. Donc, il y a, j'écris la phrase réponse, environ 96,9% de chance qu'au moins
un candidat ait eu son code du premier coup. Ok, vous allez retrouver ce P de x supérieur ou égal à 1 à plusieurs moments dans ces calculs de probabilité. Donc n'oubliez pas que soit on fait la somme des petites probabilités qu'on a calculées, pourquoi pas, soit on passe par l'événement contraire, et des fois vous n'avez pas le choix parce que vous ne connaissez pas les autres probabilités. On pourrait en fait, regardez, on aurait pu vous poser cette question-là dès le début, parce que P de x égale 0, c'est toujours assez facile à calculer. D'accord, assez rapidement. On sait que avoir 0 succès, ça veut dire qu'il n'y a toujours qu'un seul chemin qui mène à 0 succès, c'est qu'on passe que par des échecs. Donc ce 0,25 puissance 4, comme il est facile à calculer, on n'a même pas besoin de faire un arbre, finalement, pour le trouver. Alors que pour les autres, ben, il y a le problème des fameux coefficients, là, 4, 6, 4. Pour l'instant, vous ne savez pas comment on fait pour les trouver. Donc on en reparlera que l'an prochain. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Donc ça clôt ce chapitre de variables aléatoires et d'expérience, mais évidemment, il y a des exercices à faire d'entraînement. Donc ça va être un peu le travail que vous avez à faire pendant les vacances. Alors, je vais vous écrire le travail à faire. Donc vous allez prendre votre agenda pour noter votre travail à faire. Tout le monde a eu le temps de noter, c'est bon là pour l'exercice. Donc là, c'était l'exercice 61. Voilà, il y en a d'autres dans ce style, mais à vous de vous entraîner et à vous de prendre exemple sur la rédaction que j'ai utilisée et la construction de l'arbre. On n'a pas fait tant de rédaction que ça, donc voilà, faut le faire. Alors, pour travail à faire, donc je vous explique ce que j'ai prévu pour vous. Donc je ne vais pas faire de cours en live comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est les vacances. Malgré tout, il y a un petit peu de travail. Donc, vous allez avoir un travail déjà pour jeudi 9 avril, c'est-à-dire le jeudi de la semaine prochaine. 4 exercices à faire. Donc, exercice... tiens, on va faire le 58, page 160. Le 62, nous on a fait le 61. Alors, d'ailleurs, tout est page 161, 162. Je regarde la page, c'est... tout est page 161, pardon. Je recommence. Donc, 58, 62, 63... et 67, page 161, 162. Donc, vous devez me faire ces 4 exercices. C'est des exercices d'application directe de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et visionner les corrections. Donc, sur YouTube, à partir de jeudi 9 avril. J'aimerais bien voir, vous êtes 16 dans la classe, j'aimerais bien qu'il y ait 16 élèves qui aient vu les corrections, qui aient comparé avec ce qu'il avait fait. Donc, il faut absolument que vous fassiez l'effort de les visionner. D'accord ? Voilà, c'est important, c'est comme ça que vous allez avoir toutes les informations, déjà pouvoir comparer avec ce que vous avez fait, et ensuite aussi que vous puissiez bien entendre la rédaction à faire, les explications, voilà. C'est pas un chapitre difficile, mais ça demande d'être un tout petit peu sérieux. Ça, c'est le travail de la première semaine. À la suite, ça veut dire à partir de jeudi, je vous enverrai un nouveau mail avec d'autres choses à faire pour la rentrée. D'accord ? Ce sera sûrement d'autres exercices, mais peut-être que... Donc là, ce sera plutôt des exercices sur l'ensemble du chapitre. Et pas uniquement sur la dernière partie. Donc voilà, vous regarderez évidemment vos mails. Donc ça, c'est le travail pour jeudi prochain. Et jeudi, vous recevrez, après avoir visionné vos corrections, vous recevrez un mail avec le travail à faire pour... soit la fin de semaine d'après, soit pour la rentrée. Je verrai où on en est. C'est bon pour tout le monde ? On a encore, je vous l'ai dit, beaucoup de travail puisqu'il nous reste encore 3 chapitres de spécialité à voir pour terminer l'année.
Donc on a encore du temps, hein, il nous reste encore du temps, mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas trop quand est-ce que l'année va terminer cette année. On est dans les temps pour notre programme, mais c'est important qu'on ait tout traité parce que votre année de terminale en maths, sur la partie spécialité, évidemment, va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait, et en particulier les derniers chapitres qui sont importants. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça va. Ok, et ben je vous souhaite de bonnes vacances, et puis on se dit, voilà, vous suivez les petites infos que je vous envoie. Ok ? Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances à vous, monsieur. Au revoir, au revoir.